Moi, je faisais de la boulimie. Là, je te vidais tous les placards. Et à 19 ans, je suis arrivée à un moment où je vis seule et ces troubles deviennent complètement incontrôlables parce que là, j'ai plus personne autour de moi, donc ça va vraiment dans tous les sens. Après avoir vécu pratiquement 10 ans d'emprise avec le papa de mes 2 enfants, je sentais que j'allais pas bien. Ouais. Mais impossible de mettre des mots là-dessus parce que c'est dans le corps en fait. Par exemple, pendant le burn-out, à un moment donné, je dormais 3 heures par nuit et je voyais pas en quoi c'était un problème. Être femme avant tout, c'est oser être vraie avant d'être performante. C'est retrouver le pouvoir intérieur qui guide nos choix, nos visions et nos créations. Femme avant tout, c'est un espace pour les femmes visionnaires, celles qui avancent avec conscience et intuition. On y parle de transformation, de leadership, d'amour, d'argent, de joie et de tout ce qui fait de nous des femmes entières. Parce que avant d'inspirer le monde, il faut d'abord se rencontrer soi. Bonjour mesdames, bonjour Sabine, salut Aurore et bienvenue à toutes nos auditrices, bienvenue sur un nouvel épisode de Femmes avant tout. Nous sommes aujourd'hui avec notre experte invitée, experte de notre réseau des expertes Brie et cette fois c'est Sabine Gésop. Alors Sabine, elle est coach personnelle, elle a une approche qui est centrée sur le corps et pour aider les femmes à avoir un esprit plus léger, sans régime, puisque elle travaille réellement avec des femmes qui portent énormément de responsabilités et veulent sortir du stress et des compensations. Nous allons avoir toute une conversation autour justement de le corps qui traduit les transformations que nous avons vécues. Donc c'est notre interprète, comment est-ce qu'il communique avec nous, ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est toujours aussi une approche très personnelle parce que même si tu es invitée en tant qu'experte et que nous sommes toutes expertes, nous avons chacune nos expertises, femme avant tout, c'est d'abord la femme avant l'entrepreneur. Donc ça me donne vraiment l'occasion de parler à cœur ouvert, mais vraiment sur nos expériences personnelles par rapport à ces sujets et bien sûr comme ça de faire le lien avec la femme qui nous écoute. J'aimerais un petit peu qu'on aille justement sur une expérience personnelle, une anecdote. Est-ce que toi tu as déjà vécu une période où ton corps a changé alors que tu ne comprenais pas encore ce que tu traversais intérieurement? Ah, il y a beaucoup de fois où je comprenais pas du tout mon corps, hein. Mais c'est à force maintenant, avec l'expérience, l'expertise, que même des fois, tu vois, des choses récentes, j'arrive finalement à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que le corps, lui, il parle, mais on n'a pas forcément le décodeur, en fait. C'est ça. Et donc, on va aller au mental parce que justement, on est dans une société de performance où on nous dit qu'en voilà, en plus avec les responsabilités, on a telle chose à faire, les enfants, le travail, et puis en plus le développement personnel où il faut être la meilleure version de soi-même, tu comprends? Donc, moi, j'ai un peu voilà décroché par rapport à ça et justement maintenant, en ce moment, je suis plutôt en train d'investiguer dans cette histoire d'injonctions qu'on a pu nous donner et comment est-ce que justement moi après avoir vécu on va dire pratiquement 10 ans d'emprise avec le papa de mes 2 enfants, je sentais que j'allais pas bien. Mais impossible de mettre des mots là-dessus parce que c'est dans le corps en fait. D'accord. On sent que ça va pas, qu'on est à bout, enfin il y a pas d'énergie, il y a pas de jus. À cette période, en fait, j'étais encore en arrêt maladie, c'est-à-dire que je travaillais en Martinique et j'étais encore en arrêt maladie. Mais j'étais en France. En fait, l'optique c'était de rompre mon contrat, puis de refaire ma vie, quoi. Moi, je voulais carrément prendre un antidépresseur. J'ai entendu, ma mère est infirmière, que comme quoi ça pouvait m'aider pendant un temps. Et le médecin, j'ai été voir un médecin qui m'a dit non, vous avez la tête sur les épaules, gardez vos ressources pour vous occuper de vos enfants. Et donc ça a été un désert médical. J'ai été voir même une association pour les victimes. J'ai été voir le centre médical psychologique. J'ai vu un médecin. J'ai été voir, j'ai été à une association sur Paris. J'ai été chercher en fait. J'étais en demande. Mais un désert en face me disant que en fait j'étais pas une victime. Comme j'avais pas de coup j'avais pas de coup physique, mais mentalement j'étais détruite en fait. Et quand j'ai eu ces murs en face,
j'ai fait la seule chose que je sais faire, à savoir aller travailler, en mode no pain no gain, développement personnel, reprendre le sport, des choses, voilà. D'accord. Genre Mais pour couvrir la chose, en que... fait. Exactement, mais c'est que Ouais. récemment que j'ai pris conscience de ça. C'est-à-dire que Mmh. je me suis mis à fond dans le dev perso, voilà, j'ai repris mes études, alors Mmh. que je travaillais 35. J'ai trop trouvé un boulot, je travaillais 35 heures en parallèle, j'ai repris mes études pour donner un sens à ma vie parce que Mmh. j'avais plus de sens en fait. Mmh. Je m'occupais de mes enfants en bas âge. Euh, je venais de rencontrer un nouveau partenaire. Donc en fait, je me suis resurchargée. Mais en fait, c'est comme si tu reprends ta vie, mais tu as une espèce Ouais, d'énorme blessure ouverte qui saigne exactement. avec une hémorragie. Là, ça Un saigne, ça truc saigne. bien béant, C'est ça. t'es consciente qu'il y a quelque chose, Ouais. mais on te dit, maintenant, en fait, c'est normal, en fait. C'est ok, physiquement, oui, extérieurement, ça va, mais intérieurement, non. Waouh! Et quelle histoire, c'est incroyable. Et donc, ça reste comme ça pendant des années. Dis-moi un peu, Aurore, quand tu entends l'histoire de Sabine, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé justement d'avoir ce sentiment, en fait, justement, qu'il y a quelque chose, ton corps, en fait, il se passe quelque chose, mais toi, tu n'as juste aucune idée de ce qui se passe? Oui, j'ai vécu l'errance médicale pendant plusieurs années et j'en suis sortie l'année dernière en fait. Donc c'est relativement récent aussi. Donc ça me parle beaucoup quand Waouh! tu dis Sabine que en fait on te dit toi tu vois bien qu'il y a un souci mais on te dit non mais tout va bien. Moi par contre à l'inverse il y avait des symptômes physiques. J'avais une fatigue chronique, je faisais des aphthoses à ne plus pouvoir parler, à ne plus pouvoir Oh mon m'alimenter. Dieu! J'avais des maux de tête, une sensation de déshydratation, enfin plein de choses comme ça. Et en fin de compte, dès que je faisais un examen, on me disait, il y a rien. Il y a rien, Ouais, il y a c'est rien, il ça. y a rien. Voilà, et j'ai vu plein de spécialistes. Il y a une spécialiste qui était vraiment adorable et qui m'a dit, écoutez, je suis désolée de ne pas avoir trouvé ce que vous avez, mais par contre, il faut arrêter de venir me voir parce que Waouh! Ah ouais. parce que je ne peux plus rien pour vous, quoi, en Ouais, fait. ouais. Moi aussi, j'ai vécu quelque chose de similaire depuis très jeune. Moi, c'est des troubles digestifs incroyables que j'ai. Chaque année, j'ai été voir des médecins à chaque fois pour essayer de comprendre c'était quoi. Et à chaque fois, on me faisait des radiographies et tout ce qui s'en suivait. Et puis, on me disait, vous avez rien, vous allez bien. Et puis, j'ai un médecin qui m'a juste expliqué, vous savez, votre intestin, c'est comme des grosses saucisses. Alors, il m'a parlé comme une gamine et tout ça. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Et il m'a juste expliqué ça, mais il n'y avait juste pas de solution. Donc c'est incroyable parce qu'en fait à ce moment-là, notre corps, il est en train de nous communiquer, mais clairement, le corps médical et en fait les ressources finalement, parce que toi tu as été même au-delà du corps médical, toi dans ton cas Sabine, les ressources c'est assez difficile. Quand une femme vient vers toi justement et que te dit justement je ne comprends pas ce qui se passe avec mon corps, toi qu'est-ce que tu entends derrière cette phrase avec l'expérience que tu as maintenant? Il y a tellement de choses que j'entends. Ouais, J'entends plein de choses. En fait, ça dépend de la personne, mais en fait, si tu veux, souvent les femmes vont ressentir des symptômes. ouais. Elles vont ressentir maux de tête, le corps qui répond plus comme avant, la chute de cheveux, ça revient Mmh. souvent. Des maux de tête aussi, voilà, ça revient. Ouais. Ok, ça Regarde, revient. les cheveux. Ah non, mais j'ai perdu mes cheveux, mais on en trouvait partout dans l'appartement. Mmh. C'est Ouais. Mon incroyable. compagnon me disait, mais c'est pas possible, je retrouve tes cheveux même dans mes affaires. Ouais. C'était, ah ouais, Ouais. ah ouais. Terrible. Pardon, je te laisse continuer. Pas de souci. Mais c'est bien que tu rebondisses parce que Bah, ça c'est réel. confirme ce que je dis. Mhm. Ouais, c'est Ouais. réel. Non, c'est la vraie vie, hein, ce que je raconte. C'est Mhm. ça, c'est des symptômes en fait. Et c'est comme ça que j'arrive à faire prendre conscience les femmes parce que sinon, elles sont tellement dans la tête dans le guidon, dans leurs objectifs, Mhm. dans leur vie, dans leurs responsabilités, C'est ça. qu'il n'y a que comme ça, en fait, Ouais. qu'elles disent, non, mais il y a un truc qui va pas. Mais C'est je sais ça. pas c'est quoi. Des Et en indicateurs fait, extérieurs, tu dois les aider à les voir en fait des au départ. indicateurs extérieurs et des fois Ouais. elles vont voir des médecins, les médecins vont faire les analyses, tout va bien, tout est ok,
Et toi, en fait, elle essaye de perdre du poids, mais elle n'y arrive pas. Ouais. Mais en même temps, quand on creuse un peu, on dit qu'est-ce que tu manges? Bah en fait, je fais le jeûne intermittent. Je suis désolée, je te donne un exemple. Hein. Je fais le jeûne je fais le jeûne intermittent. Ok, j'ai perdu du poids et tout, mais il reste encore un peu. Il y a quelque chose qui résiste et tout. Et je dis en fait, ok, d'accord. Donc en fait, tu t'alimentes moins, en tout cas avec des horaires bien spécifiques. T'es épuisé, t'es fatigué, t'as la charge mentale de tout à gérer. T'as l'impression que tes enfants t'entendent pas, t'écoutent pas et tout. Quand tu dis, t'essayes de de dire voilà, là c'est un moment rien que pour toi et tout. T'as les analyses qui disent que c'est ok. Tu fais un malaise vagal aussi. Tu vois pas le lien avec l'alimentation? C'est-à-dire que souvent, en fait, les femmes, elles veulent faire un régime. Elles veulent perdre du poids, c'est-à-dire qu'elles vont manger moins, bouger plus. C'est le déficit calorique. C'est ça. Sauf que corriger quelque chose avec soi, là. Exactement. C'est-à-dire que je rentre pas dans la case idéale de ce que je me vois, pas forcément de la société. Hein. Je parle vraiment des femmes on parle pas de body positive et tout ça. Non, je parle de la personne, elle a envie de perdre du poids. Point. C'est ce qu'elle veut. Et le truc, c'est que elle va voir l'alimentation comme des calories. Et sauf que je lui dis non, en fait. L'alimentation, c'est des nutriments, c'est un apport énergétique, c'est ça aussi qui permet de faire pousser tes cheveux, les fibres et tout ça. Donc, tu as besoin de protéines, tu as besoin de fer aussi, tu vois. Donc, il y a tout ça qui fait, ah ouais, non, mais c'est vrai. Ah ouais, non, mais effectivement, tu vois, c'est de voir que, en fait, notre société, elle nous a tellement dit, il faut être en déficit calorique, que les femmes, elles entendent, j'arrête de manger. J'arrête de manger, ouais, c'est ça. Et je fais du sport à outrance. Donc, en fait, le truc, c'est que tu t'épuises, en fait, tu te tires une balle, parce que t'as pas d'énergie, déjà, t'as déjà plein de choses à gérer, mais en plus, tu mets pas de carburant. Tu mets pas de carburant. Voilà. C'est encore une fois un peu comme dans ta situation personnelle où tu avais une blessure bien ouverte qui saignait, et puis là tu essayais, je vais atteindre mes objectifs, je vais m'occuper, faire ce que tu sais, c'est le seul truc que tu connais en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'on voit pas les angles morts, on voit pas que c'est des choses que l'on fait en fait inconsciemment qui font que on creuse encore plus le problème. Intéressant, j'adore ce que tu dis. Tiens, ça nous donne justement une porte ouverte pour la suite de ça. Donc le corps, quand on pousse trop justement, qu'est-ce que ça va produire? On va parler concrètement justement de ce que ça implique au niveau de stress, charge mentale et comment ça se traduit justement en termes de compensation. Donc à quoi ressemblent vraiment les fringales du soir chez les femmes que toi tu accompagnes? C'est un peu souvent le même schéma. Alors je saurais pas qualifier par où ça commence. Si je veux pas aller de manière poussée, je vais aller juste le stress en fait. Le stress, ta charge mentale, tu dois effectivement faire attention à ce que tu fais dans la journée. Je parle pas forcément de l'alimentation. Hein. Je parle au niveau des attentes, au niveau des obligations. Et puis on te rajoute encore un truc qui était imprévu. Et donc du coup, ça te met encore plus en hypervigilance. C'est-à-dire que du matin au soir, tu te réveilles le matin avant même que tu aies commencé ta journée, tu es déjà en train d'anticiper ta journée, en train de te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pas. Et après, tu te dis, mais en fait, j'aurai jamais assez le temps pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc déjà, tu as déjà la pression du quotidien. Ensuite, tu as effectivement tout ce que tu as à faire, mais tu peux aussi avoir des conflits avec, je sais pas moi, ton patron, collègue, client, ou bien même quand tu rentres chez toi, un conflit avec ton partenaire, avec tes enfants. Enfin, tu n'arrives pas forcément à faire la frontière entre l'équilibre vie pro, vie perso. Le sas de décompression va devenir le fait de manger. Ancienne collègue, c'était ça. Elle rentrait, prenait la voiture. Dans sa voiture, elle avait son sas de décompression avec ses sneakers. Avant de rentrer à la maison, parce que si jamais elle rentrait avec les sneakers, les enfants, ils détectaient en fait. Donc du coup, elle avait plus son moment de plaisir. Ça peut être des femmes aussi qui vont pas forcément manger tout de suite. En fait, elles sont fatiguées. Toute cette charge mentale, tout ce stress, ça épuise parce que ça demande de l'énergie cognitive. Donc quand elles vont s'asseoir sur le canapé, penser en boucle. Faut que j'aille sortir le linge de la machine. Faut que j'aille faire la vaisselle. Faut que j'aille faire ci. Faut que j'aille faire ça. Donc en fait, une culpabilité à prendre du temps pour soi, à se reposer, en fait, juste
juste se reposer, rien faire, c'est pas possible parce qu'il y a le cerveau qui dit non, qui juge là, qui dit non, il faut que tu ailles faire ça. Donc elles vont le faire, elles vont préparer le repas, faire les devoirs, etc. Et une fois que tout ça c'est fait, elles vont s'effondrer, elles vont dormir direct. Soit il y en a justement qui ont ce truc, elles ont déjà mangé, hein, mais elles vont manger des gâteaux des enfants. Elles sont dissociées de leur corps, c'est-à-dire qu'elles sont physiquement là, mais mentalement l'esprit est ailleurs et le corps il se met donc en veille entre guillemets. Elles ont plus de jus, elles ont plus d'énergie, elles sont en train de scroller sur le téléphone, en train de manger du chocolat. Ou bien il y en a d'autres aussi qui vont, malheureusement il y en a aussi qui vont, alors c'est pas des clientes, mais des personnes avec qui je parle, qui vont prendre de l'alcool, qui vont en fait essayer de faire taire la petite voix qui est à l'intérieur là, qui n'arrête pas. Mais toi, personnellement, est-ce que tu as déjà traversé ce genre de situation justement par rapport à la compensation d'une manière ou d'une autre? Bien sûr. C'est pour ça que j'ai créé ce que je fais en fait. C'est-à-dire que pour moi, je vois souvent, on va traiter la partie juste comportementale. Pour moi, en amont, c'est tout le stress, toute la charge mentale, toutes les émotions, la fatigue en amont. Qu'il faut traiter. Parce que pour moi, c'est juste que le symptôme. Je dis juste, mais c'est pas si facile que ça à entendre. Elles viennent à toi parce qu'elles se disent j'ai ces fringales, donc ça veut dire que je grignote, ça veut dire que je prends du poids et des choses comme ça. Mais en fin de compte, elles se rendent pas forcément compte que c'est une conséquence et non la source du problème en fait. C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de manger ses émotions, c'est que ça tique, hein. On ne sait pas ce que c'est, les émotions, on n'apprend pas ça à l'école. C'est quelque chose qui est assez abstrait. Souvent, j'entends les personnes dire il faut apprendre à gérer tes émotions, à les maîtriser, comme si les émotions étaient mauvaises. Sauf que les émotions sont, encore une fois, comme le corps, d'ailleurs, les émotions, c'est dans le corps, ce ne sont que des messagers. Mon travail, c'est de faire comprendre que le corps, les émotions, la fatigue nous parlent. C'est un message, c'est pas un problème à essayer d'éliminer, c'est plutôt un message à décoder. Je me souviens, je devais avoir à peu près 19 ans quand j'ai décidé par moi-même d'aller voir un psy. C'était la première fois. Et je savais que je devais parler à quelqu'un parce que moi, j'ai fait des troubles alimentaires quand j'étais jeune. Et à 19 ans, je suis arrivée à un moment où je vis seule et ces troubles deviennent complètement incontrôlables parce que là, j'ai plus personne autour de moi, donc ça va vraiment dans tous les sens. Et je décide d'aller voir un psy et je lui raconte. Elle se rend compte en fait que j'ai une alimentation mais saine, mais t'as même pas imaginé quoi. Mais le problème, c'est le soir, quand je rentre, moi, je fais de la boulimie. Là, je te vidais tous les placards. Tous. Et donc, elle commence à me poser des questions, tu vois, genre plutôt, parle-moi un petit peu de toi, comment t'as grandi et tout ça. Et moi, adolescente, ma mère a été malade, donc je me suis occupée beaucoup d'elle. Et elle m'appelait, tu sais, Maman Papaga, qui est un de mon deuxième nom. Et elle me disait, mais tu t'étonnes, tu vois, c'est une façon de reprendre le contrôle sur ta vie, parce que justement, t'avais 15 ans, 16 ans, avec une énorme responsabilité, tu vois. Moi, je culpabilisais parce que je me disais, c'est superficiel, tu vois. C'est pour ça que je fais ce trouble. Mais d'avoir entendu ça de la part de cette experte, et qui me dit que en fait ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir être mince, mais plutôt un désir de contrôle et de reprendre ma vie et la charge de responsabilité que j'avais alors que j'étais jeune, je peux te dire que ça a totalement arrêté. Alors que ça faisait peut-être 5 ans que je traînais ça. Hein. Mais c'est ça, c'est des déclics. En fait, c'est multifactoriel. Des fois, ça peut être psychologique, des fois, ça peut être biologique, des fois, ça peut être aussi des habitudes ancrées parce que depuis qu'on est petit, en fait, on a ce truc avec le sucre ou un bébé qui pleure, premier réflexe, on va lui donner le biberon ou le sein en pensant qu'il a faim alors que peut-être qu'il est juste fatigué. Il y a vraiment aussi tout ce travail de la femme qui aussi a le droit de s'autoriser à être la femme qui prend soin d'elle alors qu'il faut d'abord que je m'occupe des autres et après de moi. C'est ça. C'est comme si, en fin de compte, cette perte de poids était un prétexte, une porte d'entrée, parce que c'est le seul endroit où elle se donne le droit d'avoir cette attention sur elle. Il y a de ça, mais il y a aussi une culpabilité à le faire. C'est aussi ambivalent, c'est-à-dire que je veux, mais qui je suis quand je retrouve mon corps que je désire en fait. Je vois les femmes qui sont minces, elles sont malades, est-ce que je serais malade? Ah mais c'est incroyable, c'est toutes des choses que je pense moi aussi. Toi Aurore, est-ce que ça résonne pour toi ça? J'ai l'impression que chez moi ça se manifeste différemment. Le souci que
j'ai dans mon rapport à mon corps, c'est que je m'en désintéresse énormément. Ça m'a joué des tours, et je pense que c'est pas pour rien que j'ai développé des symptômes. Alors quand tu dis désintéresse et tu te désintéresses dans le sens, en fait, il y a deux façons de voir le désintérêt. Désintérêt du style ça m'intéresse pas, ou désintérêt je veux pas en parler parce que justement c'est quelque chose qui m'affecte. Non, c'est vraiment ça ne m'intéresse pas. Si après, tu veux ça peut ne pas t'intéresser. Oui, mais par C'est contre, pas obligatoire. Je suis d'accord, mais si tu veux, je pense que ça me joue des tours quand même. Par exemple, pendant le burn-out, à un moment donné, je dormais 3 heures par nuit et je voyais pas en quoi c'était un problème. D'un côté, c'était formidable parce que je voyais adolescentes, mes amies qui étaient ultra complexées, qui osaient pas se mettre en maillot de bain à la plage, alors que moi, j'en avais strictement rien à faire. J'ai jamais été complexée de quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, j'étais déconnectée des messages de mon corps et j'en prenais jamais soin. Même l'activité physique, c'est quelque chose qui a commencé à avoir du sens pour moi quand j'ai commencé à avoir mal dans mon corps. Et que la kiné m'a dit, mais en fait, tu as mal parce que tu t'es tellement pas occupée. Tu as besoin d'avoir mal, t'as mal parce que justement, ton corps, il est en train de te faire comprendre qu'il existe. Mais c'est ça, et je suis persuadée que l'errance médicale que j'ai vécue, c'était certainement un moyen que mon corps avait trouvé pour s'exprimer et pour attirer mon attention. Allons-y maintenant, dépassons un petit peu toutes nos difficultés, ce qu'on a rencontré et projetons-nous justement dans une vision plus consciente. Bah tiens, justement, si on regarde Aurore, à quoi ressemble une femme qui habite pleinement son corps? Est-ce que tu as l'impression d'abord que tu l'habites pleinement déjà maintenant? Ça va mieux, mais c'est un long chemin. J'écoute mes symptômes parce que j'ai compris que le symptôme est un moyen pour mon corps d'exprimer l'émotion. J'écoute, j'anticipe. Ouais. Aussi. Je sais faire le lien entre un symptôme que je ressens et ce qui s'est passé dans ma journée ou dans ma semaine. D'une manière générale, une femme qui habite pleinement son corps, j'y vois une sorte de charisme qui se dégage en fait. J'ai toujours un peu la sensation que chaque mouvement est conscient en fait. Moi je suis dyspraxique, alors la conscience du mouvement c'est vraiment compliqué. Ouais, j'y vois comme une espèce d'unicité entre le corps et l'esprit. Toi, Sabine, est-ce que aujourd'hui tu dirais que si tu avais tendance à minimiser justement ta lumière et tout ce que tu aimais en lien avec ton corps, aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tu habites pleinement ce corps? Alors de plus en plus, j'ai plus conscience en fait que j'étais beaucoup dans le mental. Ouais. Je le suis encore, encore dans le mental, mais maintenant je me fais entre guillemets des rituels pour être plus dans le moment présent et plus m'incarner sur cette terre dans le moment présent. Ouais. Donc voilà, je pense que une femme, ça se voit quand elle est pleinement là, quand elle est enfin, je sais pas, on voit qu'elle a plaisir à être là. Ouais. Juste être, en fait. Ouais. Ça se voit, enfin, je sais pas comment qualifier ça, mais ses mouvements sont plus amples, elle est souriante, elle est plus expressive. Donc voilà. Intéressant. Je te dirais que moi aussi, je te dis, aujourd'hui, si je parle de la femme qui habite son corps, bien sûr, chacune différentes expériences par rapport à ce corps. Quand on a fait des troubles alimentaires, c'est clairement qu'il y avait un tas de résistance par rapport à mon corps. Ça m'arrive encore d'avoir des jugements. Je te dirais que de manière générale, j'ai développé beaucoup de compassion par rapport à moi-même, beaucoup de bienveillance par rapport à moi-même. L'endroit où je vais retrouver encore une certaine sévérité, c'est par rapport à mon corps, des fois. Et donc, le réflexe que je peux avoir, c'est justement d'abord, faut que je fasse un régime, faut que je m'entraîne, j'en sais rien, de contraindre mon corps. Mais maintenant, je ne considère plus ça comme étant une solution. C'est plus un indicateur. J'arrive vraiment à lire ça comme un indicateur que là, en ce moment, il y a quelque chose en moi où j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle. Et la manière pour moi d'essayer de reprendre le contrôle, c'est de contrôler mon corps, de faire fonctionner comme moi je veux qu'il fonctionne, qu'il ressemble comme je... Et donc quand je prends conscience de ça, je peux vraiment, et je le fais, je me mets devant le miroir et j'aime mon corps et peu importe comment il est, je me dis t'es parfait comme ça. Parce que c'est grâce à ce corps que je vis cette expérience humaine et c'est un cadeau et je suis contente d'être vivante. Et puis surtout, tout fonctionne bien, mes doigts, mes jambes, oui, il y a des bobos par-ci par-là, mais c'est bon, c'est parce que la machine fonctionne. Donc je ressens des choses. Et ce qui est drôle, c'est dès l'instant où je fais cette connexion totale, où je prends le temps de tout apprécier,
peu importe ce que je jugeais de déformé dans mon regard là, par rapport, disparaît. Mais vraiment, de lui-même, il disparaît. Si j'ai l'impression d'avoir pris du poids, ce poids s'en va. Si j'ai l'impression que j'avais des douleurs et que j'étais plus flexible et que je ne savais plus m'asseoir, ces douleurs disparaissent. Tout disparaît à ce moment-là. Si on reste sur cette tendance et qu'on continue à être vraiment en train d'habiter notre corps et qu'on se projette dans 10 ans, je peux dire que la majorité des auditrices les femmes qui nous écoutent ont une certaine relation avec ce corps. Donc projetons-nous, faisons cet exercice pour tout le monde. On se projette dans 10 ans avec là où on est aujourd'hui. Et si on continue là-dessus, qu'est-ce que ça peut donner comme femme qui habite son corps dans 10 ans? Je pense que ça peut aller très très loin parce que quand je vois le chemin que j'ai parcouru en seulement quelques mois là, typiquement là, on parlait de maigrir sans régime. Quand j'ai compris l'alimentation qui me convenait réellement, j'ai perdu 8 kilos sans le faire exprès. Exactement. Sans le faire exprès. Voilà. C'est pas sans effort, c'est sans le faire exprès. Sans le faire exprès. C'est sans faire exprès. Oui, j'avais. Mais je trouve que c'est la meilleure façon de. Alors, c'est bon hein, comme promesse. Maigrissez sans le faire exprès. C'est vrai. Non, mais je trouve que c'est la meilleure façon qu'une femme elle peut avoir de maigrir. C'est simplement tu trouves des aliments qui font que t'as de l'énergie et que ton corps se sent bien et pouf, comme si d'un seul coup il se libère du poids voilà. Donc forcément pour mon dos, pour ma santé, pour plein de raisons, je suis quand même contente d'avoir perdu ces kilos et du coup je me dis que si je continue comme ça à toujours me demander comment est-ce que je peux donner plus de bien à mon corps, comment est-ce que je peux l'honorer toujours davantage, l'écouter, je me dis que dans 10 ans j'aurai beaucoup plus de force encore, beaucoup plus d'énergie et que ça me permettrait de faire des choses que j'ai peut-être jamais imaginé être capable de faire, en fait. Ça m'ouvre un champ des possibles. J'adore. Moi aussi, je vois ça. Et c'est marrant parce que des fois, tu sais, je parle avec mon mari, qui lui est justement un coach personnel kiné. Il travaille avec le corps uniquement. Et on a souvent ces conversations-là, comme quoi l'exercice, c'est la fontaine de jouvence et tout ce qui s'ensuit. Puis c'est vrai que depuis que je le connais, c'est ce qui m'a beaucoup amené aussi à regarder l'alimentation, non pas comme des pertes caloriques et tout ce qui s'ensuit, mais vraiment comme étant juste du fuel, tu vois. Vraiment, c'est l'énergie et puis ce que tu mets. Et donc, ça m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses par rapport à l'alimentation. Et une chose que je peux dire, c'est que si je continue comme ça, déjà de 1, je suis en ce moment, j'ai 45 ans, je suis au meilleur de ma forme, tu vois, par rapport aux années précédentes où j'avais soit je mangeais pas assez, je faisais pas d'exercice, je comprenais pas que j'avais le contrôle sur mon énergie ou sur ma santé. C'était, les choses arrivent, je tombe malade, j'ai ci, j'ai ça. Et je dirais que dans les dernières années, franchement, ne serait-ce que faire une vraie grosse grippe ou ce genre de choses, c'est devenu très très rare. Je tombe très rarement malade. Les seules douleurs que je ressens dans mon corps, ce sont celles que quelque part je m'inflige à cause du sport. Et aussi, ce que je me dis, dans 10 ans, si ça continue comme ça, tu sais, on parle de tous ces changements que l'on vit justement à cause de la ménopause et tout ce qui s'ensuit. Et étant donné que je m'intéresse à ces sujets, ce que j'ai beaucoup entendu aussi pour celles qui travaillent sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, la ménopause, c'est un peu comme juste, tu sais, une nouvelle transition comme l'adolescence. Il y a un changement hormonal qui se fait, et puis il n'y a pas une fatalité là-dedans dans tout ce qu'on entend comme symptômes que les femmes sont censées traverser, que ce soit les chaleurs, les nuits, nanani, nana, toute la liste de bobos qu'on est censé vivre. Il y a des ajustements et sérieusement, je peux vraiment voir. Moi, j'ai eu toujours des troubles alimentaires incroyables, mais je parle digestif. Là, c'est même pas juste des troubles de digestion incroyables, mais depuis que je comprends mon corps, que je l'écoute, je sais exactement quoi manger, je sais exactement qu'est-ce qui va pas et je peux faire quelque chose. Avant, j'avais toujours des douleurs, des ci, des ça. Là, maintenant, je vis plus dans la douleur, tu vois. J'ai des inconforts, mais je vis beaucoup moins dans la douleur par rapport à avant où j'avais tout le temps des douleurs quelque part au niveau de l'abdomen. Aller chez le médecin, juste me faire palper, c'était aou partout. Donc tout ça là, c'est parti. Donc moi projection dans 10 ans, mais je suis au top de ma forme comme jamais quoi. Félicitations. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire que le corps, il envoie juste des signaux, en fait. Et que une personne qui peut avoir un mal de dos, il peut y avoir aussi, tu sais, un truc qui s'appelle les traumas et qui viennent se loger dans le corps.
Et donc ça, c'est encore autre chose. Et en fait, on peut avoir vécu un trauma, que ça soit psychologique, et de bien comprendre ce qui s'est passé, voire comprendre, tout décortiquer, analyser. Mais le trauma, il est dans le corps. Donc, on a beau se faire suivre psychologiquement, il faut voir aussi que le trauma, il a besoin d'être régulé aussi d'une certaine façon. Je suis en train de travailler sur ça, en fait, justement, ça fait partie des choses que je vais explorer. Parce que je me rends compte aussi qu'avec la ménopause, justement, avec certaines hormones qu'il n'y a plus, qui venaient justement camoufler une certaine partie, parce que justement, tu vois, les femmes, elles portent beaucoup, elles ont beaucoup de stress, le cortisol, etc. Le fait qu'il n'y ait plus ces hormones à la ménopause, ben, les traumas ressortent plus facilement à cette période de vie. Oui, les traumas peuvent ressortir parce que justement, il y a ces changements hormonaux. Est-ce que la conscience contrairement par exemple il y a quelques années, où les femmes n'avaient pas cette conscience de leur corps, où on avait reçu un espèce de, comment on appelle ça, une fin de vie en fait, la ménopause égale fin de vie pour les femmes, on sert plus à rien. Là, il y a cette conscience. Est-ce que cette conscience, même si c'est difficile, je pense qu'il y a beaucoup de choses je pense qu'il y a beaucoup de choses entre guillemets négatives qui sont dites et que les femmes vont faire leur. Alors que tu vois, moi j'ai toujours essayé de me détacher d'un peu de la vision des autres, voilà, ménopause égale mort. Pour moi, je vois juste, et de ce que j'entends, que les femmes qui sont en périménopause me disent, c'est qu'il n'y a pas assez on parle pas assez de ces sujets-là. Pas forcément, parce que moi j'en ai une autre qui me dit, oui, on diabolise beaucoup la ménopause, machin, tout ça. Je dis, mais en fait, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez, on n'en parle pas assez. Et donc, du coup, les femmes vont se dire, ah là là, c'est la fin, moi je pense que je dois être au début, mais voilà, il faut en parler. C'est important d'en parler pour que ça devienne de plus en plus démocratisé. Il y a certainement des choses à mettre en place en amont pour avoir moins de répercussions au niveau des symptômes. Mais si on n'a pas l'information, en fait, on va plutôt être en réaction, comme tu disais, plutôt qu'en proaction. C'est-à-dire que là, tu dis, voilà, moi, je suis plutôt proactive, j'attends pas que ça me tombe dessus. Là, si on a les éléments factuels, ben, c'est plus facile d'avancer sereinement, de se faire accompagner dans cette période où, comme par exemple, là, de plus en plus, ça se fait, les femmes qui se font accompagner avant la grossesse. Total, ouais. Tu vois, après la grossesse aussi. Moi, je trouve que c'est important après la grossesse parce qu'on nous apprend pas à être maman, on nous apprend pas des choses, la culpabilité qu'on peut se mettre sur la tête, sur pas mal de choses, d'être présente partout, d'être parfaite partout. Ça crée trop de culpabilité, trop de pression en fait. Et donc, c'est dans les moments justement charnières de vie que c'est intéressant d'être accompagné, ne pas être seule, de déposer un peu le sac, de dire que voilà, il y a quelqu'un pour m'accompagner, et justement ça permet de retrouver de l'énergie, parce que souvent quand on est dans ces périodes-là, en fait on est un peu figé, on se dit mais comment est-ce que je vais faire? Je pense qu'il y a vraiment une demande, périménopause, après grossesse, même le deuil, le deuil c'est quelque chose voilà qui nous a traversé là avec mon partenaire, et c'est vraiment des années très difficiles. C'est que maintenant qu'on commence ça prend plus de temps que ce qu'on imagine, en général, quand on parle de deuil. Les gens pensent à une semaine, peut-être un mois, mais ça peut prendre des années sans que ce ne soit considéré comme un problème, en fait. Ok. Allons-y vers un segment qui est un peu plus léger, qui va nous permettre d'aller assez rapidement, simplement pour sortir nos idées, nos impressions. C'est notre segment vrai ou pas vrai. Donc, je vais vous poser des questions et puis vous allez simplement me dire vrai ou pas vrai assez rapidement. Pas vraiment besoin de développer. Tu peux donner un tout petit peu de développement si tu penses qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, mais c'est principalement juste de dire ce que toi, ta vision c'est. Donc, vrai ou pas vrai, j'ai déjà ignoré un signal évident de mon corps. Vrai. Vrai. Moi aussi, vrai. Vrai ou pas vrai, mes fringales sont liées à mes émotions. Faux. Moi, vrai.
Moi aussi, vrai. Souvent, quand je m'ennuie, l'ennui. Vrai ou pas vrai, mon corps est plus sage que mon mental. Oui, vrai. Vrai pour toi? Toi, tu penses que c'est faux? Moi, je pense que c'est faux parce que des fois, en fait, il y a deux choses pour moi que je suis en train d'essayer de voir. Ouais. Est-ce que des fois, le corps, il essaie de te donner un signal ou bien des fois, il essaie de te protéger. Les gens vont te dire te saboter, mais je dirais plutôt protéger d'un truc que tu as envie, mais tu as peur. Donc, du coup, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je dis faux. Je comprends totalement ce que tu veux dire et quelque part, je te rejoins là-dessus parce que mon corps, il me fait des tours là, c'est incroyable. Donc, dans ces cas-là, mon mental, comment je vais me parler, mon self-talk va aider énormément. Vrai ou pas vrai, ralentir est un acte courageux. Vrai et faux. C'est dur, hein? Ouais. Moi, je dirais que c'est vrai quand tu n'es pas habitué à ralentir. Je me suis rendu compte que ralentir, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi une question d'habitude ancrée. Ouais. Une fois que l'habitude de ralentir, elle est ancrée, ça fait beaucoup moins peur. Mais aussi pour les décisions importantes. Pareil, vrai et faux, parce que, encore une fois, tu peux ralentir pour écouter ton corps, mais ton corps aussi peut te ralentir parce qu'il veut pas que tu ailles quelque part et il te protège. Des fois, je pense qu'on se complique les choses. Moi, je pense que ralentir, c'est un acte courageux. Parce qu'effectivement, surtout quand tu as des décisions importantes à prendre, qui peuvent avoir un sentiment d'urgence, ou bien justement, tu dois prendre position. Souvent, il y a une urgence à faire, à être en action. Et ralentir devient vraiment l'acte courageux qui est finalement l'action que tu choisis de faire. Donc moi, je pense que ralentir, oui, c'est un acte de courage. Allons encore plus loin avec le segment bas les masques. Donc ici, c'est une question que je nous pose à toutes les trois et on va avoir l'occasion de juste exprimer une vérité, quelque chose peut-être d'inattendu. Et voici la question finale et la plus intime, c'est quel comportement lié à ton corps as-tu longtemps jugé avant d'en comprendre le message? Je saurais pas te dire quelque chose que j'ai jugé. Tu vois, parce que comme je disais tout à l'heure, vu que je m'en désintéressais, je jugeais pas, tu vois, le fait que je faisais aucun sport, je jugeais pas ça, le fait que je mangeais sans réfléchir, parce que je le jugeais pas ce comportement, tu vois, alors que pourtant Dieu sait que autour de moi on jugeait ce comportement, hein. Une femme qui aime manger, c'est mal vu. Et par contre, c'est vrai que j'ai compris finalement à un moment donné que ce désintérêt sous-jacent, il y avait le fait que, d'une certaine manière, je ne compte pas. Tu vois, j'ai fini par faire le lien avec le temps et avec les symptômes qui se sont manifestés. Je me suis dit, ok, mais finalement, ce désintérêt que j'ai, est-ce que c'est pas une autre manière de me mettre de côté quelque part, en mettant mon corps de côté? Est-ce que moi, je me mets pas de côté? Je me suis rendu compte que c'était très en lien avec le fait de pas écouter mes besoins, avec le fait de ne pas accepter d'avoir des besoins. Et donc, ouais, j'ai fini par comprendre ça. J'ai fini par me dire, ok, en fait, c'est pas anodin, puisque derrière, ce qui se passe, c'est que tu t'abandonnes, tu te négliges, il y a un réel impact sur ta santé physique et mentale. Et d'une manière générale, je me suis rendu compte que tout ça, c'était finalement la manière dont je décide de me traiter. Ok. Voilà. Donc, quand j'ai vu le lien entre mon rapport à mon corps et mon rapport à moi-même en tant que personne, en tant qu'humain, là, d'un seul coup, c'est devenu beaucoup plus intéressant à mes yeux. Tu vois, j'adore. d'un seul coup, ça a fait sens. Ce qui ne faisait pas sens par rapport au corps, d'un seul coup, ça a commencé à faire sens du moment que je l'ai rattaché à mon intériorité, en fait. Bien sûr que la santé, j'ai toujours considéré que c'était important. Bien sûr que j'ai toujours encouragé même mes amis à se sentir bien dans leur corps et à accepter leur corps. C'est simplement que moi, j'avais l'impression que j'avais rien à accepter puisqu'il y avait rien qui me dérangeait en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Et là, d'un seul coup, j'ai compris que c'était finalement une manière peut-être différente de me maltraiter en quelque sorte, tu vois.
Grosse prise de conscience, ça c'est un véritable balai masque. Moi, un truc, c'est que je me pèse pas. Tu vois, ça fait la dernière fois que j'ai dû monter sur une balance, ça doit faire peut-être 10 ans. C'était comme une habitude en fait. Tout le monde a un pèse-personne, une balance dans sa salle de bain, et puis c'était genre, tu te lèves le matin, tu te pèses, ok, 1 kilo de plus, 1 kilo de moins, bref, peu importe. Et à un moment donné, j'ai réalisé à quel point est-ce que ça avait un impact sur mon mental, dépendamment de ce que je voyais comme chiffres. Ça venait influencer et j'arrivais juste pas à m'en détacher. Et donc, j'ai juste réalisé une chose, c'est que ça vient certainement chercher mon problème de contrôle. Donc, ce que j'ai essayé, c'est juste, tu sais, il y a une phrase, je crois que c'est dans la Bible, que ça disait, genre, si ton bras droit t'amène à pécher, coupe-le. Ben, moi, je suis une très, très grande adepte de cette vision. Donc, étant donné que c'était une source de mal-être pour aucune raison, ça n'apporte rien à ma vie, j'ai juste décidé que, je ne me pèse plus, point à la ligne. Donc, à part peut-être les visites médicales où et encore, je ne demande même pas la question, ils me prennent mon poids et puis je m'en fous, mais je ne me pèse plus. Je sais pas du tout, je suis plus montée sur une balance depuis plus de 10 ans. Il y a d'autres indicateurs que la balance. Il y a des journées où tu vas te lever le matin, t'es pas bien. C'est pas, il y a des femmes qui s'habillent en noir, tu vois, pour histoire de passer inaperçu, montrer moins de forme et tout. En fait, le truc, c'est vraiment de se dire, bon, ok, aujourd'hui, c'est un jour sans. Donc, qu'est-ce que tu peux faire physiquement? Tu vas te mettre un peu de maquillage, peut-être un peu de vernis, te maquiller, t'apprêter pour essayer de passer cette journée en mode moi aussi je compte, quoi. Même si aujourd'hui je me trouve bof, ça va, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que pour elle, l'image qu'elle a dans le miroir, c'est la même qu'hier, mais c'est dans sa tête, ses pensées qui vont jouer, ça s'appelle une distorsion cognitive. Ouais. Donc, en fait, vont jouer contre elle. Et donc, elle va saboter sa journée, mais c'est elle-même, en fait, dans sa totalement. Tête. Parce que l'image qu'elle a d'elle-même, aujourd'hui, ça va pas. Et elle se sent carrément illégitime, alors qu'elle est ultra compétente dans son travail. Mais elle va se trouver illégitime parce qu'aujourd'hui, ça va pas dans le miroir, elle va voir que ça. Totalement. Ce sujet, je crois qu'il résonne de plein de façons. Et on va terminer avec une phrase toute simple qu'on va pouvoir toute compléter. En ce moment, mon corps m'apprend 3 petits points. Il me surprend parce que pendant très longtemps, en fait, j'étais entre guillemets paralysée par un trauma et que j'avais plus de sens vraiment dans pas mal de choses et que là, il me redonne le goût. J'aime ça, j'adore. Et toi, Aurore, qu'est-ce que ton corps t'apprend en ce moment? En ce moment, il m'apprend la sobriété. Ah. J'en suis à un stade où un simple petit café, je le vis pas bien. Donc, ça fait depuis 1 an que on en avait parlé dans un épisode, Henriette, donc plus d'alcool, plus de caféine, beaucoup moins de gluten, et je vois les bénéfices. Enfin voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais alors pour le coup, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très sobre. J'adore. Moi, si je regarde en ce moment, mon corps, il m'apprend l'importance du plaisir, mais encore plus à tous les niveaux en fait. Dès que je me concentre sur le fait de m'offrir du plaisir, tout se rééquilibre également en moi. Et on parle du vrai plaisir, pas de compensation, juste le vrai plaisir qui est de faire des choses qui me font énormément de bien, comme bouger mon bassin. En ce moment, je danse énormément. Bouger le bassin, libérer l'énergie en dansant, juste en ayant du plaisir. En ce moment, c'est là-dedans que je suis, c'est mon truc central. Mesdames, mais quelle conversation passionnante. J'espère que celles qui nous écoutent en ce moment ont eu un bon moment. Un moment, encore une fois, où on s'intéresse simplement à soi pour se découvrir, mieux se comprendre. Et puis, je trouve qu'on avait vraiment toutes les 3 ici des expériences encore diverses par rapport à un sujet qui semble tellement anodin, qui est notre corps. Donc, pour toutes celles qui nous ont regardées aujourd'hui, n'hésite pas aussi à nous partager ton expérience par rapport au corps. Donc, à quel point est-ce que ce corps est comment on avait dit, un décodeur? Comment tu décodes les messages de ton corps? Qu'est-ce qu'il t'apprend aujourd'hui? Tiens, ça serait intéressant si tu pouvais terminer aussi cette phrase. En ce moment, mon corps m'apprend. Termine-le en commentaire et on sera heureuse d'échanger avec toi. On se revoit au prochain épisode. Merci à toutes. Merci beaucoup.
Au revoir. Merci à toutes. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation t'a touché, abonne-toi, partage et laisse-nous un mot. Et pour rejoindre la communauté Femmes avant tout et recevoir notre newsletter, tous les liens sont juste en dessous. Continue d'explorer la femme visionnaire que tu es. Parce qu'avant d'inspirer le monde, il faut d'abord se rencontrer soi.